l'Algérie disposée à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élections. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré dimanche à Alger la disponibilité de l'Algérie à aider le Mali dans la restauration de sa stabilité et la préparation des élections, attendues par le peuple malien. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son homologue malien, Bando, le président Tebboune a indiqué que la rencontre avec le chef d'État malien, en visite de travail et d'amitié en Algérie, a été l'occasion de lui exprimer nos félicitations pour le retour de la sérénité dans son pays ainsi que pour la réunion tenue, récemment, à Kidal, nord malien. Et d'ajouter, comme nous l'avons déjà affirmé, lors de précédentes rencontres, nous demeurons à la disposition de nos frères maliens pour tout ce qu'ils jugent nécessaire dans la phase actuelle en vue de l'apaisement de la situation et de la préparation des élections qu'ils ont décidées. Le président de la République a tenu à cette occasion à souhaiter chaleureusement la bienvenue à Monsieur Bando et à la délégation qui l'accompagne. La ANP se dote de bombardiers à longue distance, l'ennemi classique est averti. L'armée de l'air algérienne s'est dotée de nouveaux avions de type Sukhoi dont la particularité est leur capacité de bombardement de haute précision et à longue distance sur terre et en mer. L'information a été révélée par le site spécialisé MENA Défense qui fait état de la réception imminente des premiers modèles du Su-34E destinés exceptionnellement à la ANP. Confirmation de la presse russe de l'information donnée par MENA Défense il y a plus d'un an sur l'aboutissement des négociations sur la fourniture d'un premier lot de 14 bombardiers moyens Su-34E, écrit le site, selon lequel l'usine aéronautique de Novosibirsk a commencé, en janvier, la production du premier lot de 6 Su-34E pour l'Algérie. Un lot d'urgence qui devra être prêt à partir de la fin de l'année 2021 et servira pour la formation des formateurs algériens, explique le média spécialisé qui croit savoir, par ailleurs, que le début des formations aura lieu en Russie à partir de l'été prochain et que le reste de la production sera réceptionné en 2022 et 2023. MENA Défense, qui se réfère à ses propres sources, indique qu'il s'agit d'une première commande pour la constitution d'un escadron de bombardement tactique à long rayon d'action et que 2 autres escadrons pourront être constitués. Selon le site, le regain d'intérêt pour le Su-34 est venu après la campagne de Syrie où il a démontré ses capacités au combat, sa robustesse et son endurance. On apprend également que la principale différence entre la version utilisée par la Russie et celle acquise par l'Algérie est dans l'IFF, identification, Orfe, un système d'identification chiffré mis au point pour le commandement, le contrôle et le système de communication, le reste étant identique, y compris l'accès à l'armement, précise MENA Défense. Pour les spécialistes des questions de défense, l'achat par l'Algérie du Su-34E constitue un sérieux développement dans les capacités de bombardement de haute précision et à longue distance sur terre et surtout en mer. Selon eux, l'achat possible du missile anti-navire Brahmo pourrait donner un sérieux avantage à l'Algérie dans la lutte anti-navire dans la région. Il souligne, en outre, que le Su-34E est un bombardier possédant des capacités d'autodéfense dignes des meilleurs chasseurs et allège donc le fardeau de la protection. Même chargé, précise-t-il, il garde un rayon d'action allant jusqu'à 1000 km sans ravitaillement aérien. Le Su-34E a la capacité de transporter jusqu'à 12 tonnes de bombes, missiles et roquettes avec de multiples configurations de combat. L'Algérie a passé une commande pour le dernier né de la technologie russe, l'avion furtif Su-57 considéré comme le meilleur dans le domaine de l'aéronautique militaire, surpassant ses rivaux américains. Si bien que la revue américaine Military Watch Magazine s'est intéressée de près à cette question d'achat par l'armée de l'air algérienne de l'avion furtif le plus sophistiqué au monde. L'armée algérienne, poursuivant son programme de modernisation est contrainte de s'équiper pour faire face à des menaces de plus en plus tangibles sur la sécurité et la stabilité du pays. Des discussions autour de l'acquisition de nouveaux systèmes de défense seront à l'ordre du jour de la visite d'Abdelmadjid Tebboune à Moscou, annoncée par l'ambassadeur de Russie à Alger. Le renforcement de l'axe Alger-Moscou est de nature à tempérer les ardeurs dévorantes des régimes de Rabat, d'Abu Dhabi et de Tel Aviv, dont le pacte a pour but principal l'encerclement de l'Algérie qu'aucune crise, ni aucune tentative de déstabilisation n'a réussi à faire dévier des principes fondamentaux qui guident sa politique étrangère.
malgré les bouleversements imposés par l'administration Trump avant sa fin de règne houleuse. Algérie, la réouverture des frontières n'est pas d'actualité. Les Algériens bloqués à l'étranger peuvent-ils espérer passer le Ramadan et l'Aïd el-Fitr en famille? Cela fait bientôt un an que les frontières de l'Algérie sont fermées. Le trafic passager aérien et maritime régulier à l'international est suspendu depuis le 17 mars 2020. Alors que la majorité des pays se préparent à une reprise des vols d'ici l'été prochain avec la généralisation des vaccins, l'Algérie accuse un retard énorme dans sa campagne de vaccination. Une situation qui pourrait retarder la réouverture des frontières même en cas d'amélioration de la situation épidémiologique ailleurs dans le monde. Par ailleurs, si le passeport vaccinal venait à être adopté, les citoyens algériens devraient d'abord être vaccinés pour pouvoir voyager. Mais l'objectif de vacciner environ 20 millions d'Algériens avant la fin de l'année semble pour le moment trop optimiste. Frontière de l'Algérie, le professeur Mayaoui s'exprime. Le professeur Riyad Meyaoui, membre du comité scientifique algérien, est revenu, ce dimanche 14 mars, sur la question des frontières. Je pense que cette question n'est pas d'actualité. Les autorités du pays n'ont pas encore abordé cette question, a-t-il affirmé sur Echorouk News. Le temps n'est pas encore venu pour parler de la réouverture des frontières en dehors de cas particuliers, ajoute le professeur Meyaoui qui révèle que le comité scientifique ainsi que les hautes autorités du pays pensent que c'est grâce à la fermeture des frontières que l'Algérie a évité la troisième vague de la pandémie. Le professeur Meyaoui a évoqué dans son intervention la possibilité que l'Algérie adopte, elle aussi, le passeport vaccinal. Si la situation épidémiologique dans le monde n'évolue pas, l'adoption du passeport vaccinal deviendra inévitable, a-t-il expliqué. L'Espagne va exiger le passeport vaccinal. Selon le professeur Meyaoui, l'Espagne va exiger le passeport vaccinal pour les voyageurs étrangers à compter du mois de mai prochain. À partir du mois de mai, l'Espagne va exiger le passeport vaccinal, a-t-il affirmé, laissant entendre que l'Algérie le mettrait en place. Le mouvement marqué par plusieurs controverses. Le Irak est-il en train de se lézarder? Faut-il se contenter des manifestations de rue des mardis pour les étudiants et des vendredis, ou n'est-il pas temps de réfléchir à la manière avec laquelle il faudrait traduire politiquement les slogans scandés afin d'arriver à concrétiser les attentes? Le Irak est revenu en force, depuis le 22 février. Deuxième anniversaire de ce mouvement né en 2019, défiant ainsi les pronostics de ceux qui avaient parié sur sa fin après un arrêt, volontaire faut-il le souligner, de près de 10 mois à cause de la pandémie de coronavirus. Si son retour a été salué par bon nombre de personnes s'y identifiant, il a aussi provoqué certaines polémiques relatives à la nature de ses slogans et à leur supposée portée politique, à la nature des projets de société défendus par les uns et les autres et, par extension, à la logique qui doit prévaloir pour la suite des événements. Faut-il se contenter des manifestations de rue des mardis pour les étudiants et des vendredis, ou n'est-il pas temps de réfléchir à la manière avec laquelle il faudrait traduire politiquement les slogans scandés afin d'arriver à concrétiser les attentes? Le questionnement est présent chez bon nombre de Irakistes, même si les choses ne sont pas aussi simples bien entendu, le Irak étant un mouvement populaire composé de personnes de tous bords politiques, ainsi que des apolitiques, même si les slogans scandés ou inscrits sur des pancartes et banderoles sont purement politiques. D'ailleurs, les récentes polémiques traduisent parfaitement cette pluralité qui, pour les uns fait sa force, et pour d'autres, pourrait constituer une contrainte qui le freinerait dans son élan. Les slogans apparus récemment s'en prenant au service ont été contestés par certains, y voyant la main de l'organisation Rachad, alors que d'autres les ont justifiés puisque survenus à la suite des déclarations sur la torture faite au tribunal par le détenu Walid Nekich. C'est dans ce sens que le constitutionnaliste Roda Dagbar, qui a exprimé son désaccord avec ces slogans, a été au centre d'une polémique, certains l'ayant soutenu et d'autres critiqué, allant même jusqu'à proférer des accusations à son encontre. Le 8 mars aussi, des divergences ont été constatées lors de la marche des femmes à Alger, les manifestantes du carré des féministes ayant été, à certains moments, apostrophées par d'autres participantes à cette marche, celles-ci ayant jugé qu'il ne fallait scander que les slogans du Irak. Bien entendu, ces désaccords ne datent pas d'hier,
puisque le débat était présent dès les premières semaines de la naissance de ce mouvement populaire, même si ce n'était pas avec la même ampleur. Ainsi, au fur et à mesure que le Irak avance, les débats autour du projet de société souhaité par les uns et les autres deviennent de plus en plus passionnés. Le mouvement est-il donc dominé par le courant islamiste, comme présenté par certains et même la télévision publique qui y a vu, au premier vendredi de son retour, des slogans qui rappellent ceux scandés par l'ex-FI au début des années 1990 ? Plusieurs partis et militants démocratiques, qui sont toujours dans le Irak et qui sont à l'opposé de ce courant, disent le contraire. Si certains craignent que la persistance de ce débat risque d'affaiblir la mobilisation, d'autres tiennent à rappeler que seule la démocratie et l'état de droit peuvent régler ces questions doctrinales ou idéologiques. Sommes-nous convaincus qu'aucune des questions posées ne peut trouver de réponse en dehors du cadre démocratique authentique et effectif, que l'urgence est de bâtir ce cadre du vivre ensemble dans la démocratie et la diversité pour, d'abord exister et puis cohabiter, n'est-ce pas le défi et la priorité ? C'est demandé, à cet effet, Saïd Sali, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui plaide pour un nouveau contrat national politique et démocratique et la construction d'un espace commun, la conférence nationale, qui sauvegarde la cohésion et renforce le rapport de force politique en faveur du Irak dans le cadre de l'unité d'action et le respect de l'identité et de l'autonomie de chaque sensibilité, en vue d'imposer une transition démocratique pacifique vers l'état de droit démocratique et social. Et c'est justement l'autre question essentielle de l'heure dans le Irak. Que faire pour la suite des événements ? Faut-il juste poursuivre les manifestations de rue ou tenter, par exemple, de s'organiser sur le terrain pour une plus grande efficacité et pouvoir, à terme, ressortir avec une proposition concrète pour le passage vers un état de droit ? Il faut dire que le débat se pose avec acuité entre différents activistes et militants. D'autant plus que le pouvoir en place semble ne pas s'écarter de sa feuille de route, qui a commencé par l'organisation du référendum sur la Constitution, le 1er novembre dernier, et qui devra se poursuivre avec les législatives qui devraient se tenir au mois de juin prochain. Les questionnements sont multiples. Mais la constante est la mobilisation de la rue qui est toujours là, et ce, après près de 10 mois d'arrêt volontaire.